Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Ratatouille Pierre. Hello. Salut bien. Là-haut Gabriel. Salut. Salut Gab. Bon retour. Et Cars, Frédéric. Salut Fred. Évidemment, merci, ouais. C'est par rapport à ta passion de la Formule 1, bien sûr. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, on parle de Saul, un choix de Fred. Pourquoi tu as choisi Saul, Fred? Parce qu'on avait... je voulais voir un film d'animation, justement. Dans ce qu'on avait fait, il y a plusieurs fois où tu m'avais dit de toute façon que les films que je choisissais étaient tout pourris. Alors, j'avais regardé ce film et puis je me suis dit, je l'ai aimé. Je l'ai vu, il m'avait touché. J'étais assez ému en regardant ce film. Moi, j'étais un peu fatigué, j'étais en gueule de bois. Mais je ne regrette pas. Tu n'avais pas le choix en plus, non? On ne devait pas choisir un anime. Le choix, disons, était très restreint de la part de Thomas. C'est-à-dire, ouais, tu choisis. Je lui avais demandé de mettre Sachant qu'il avait mis Salo et Le Dernier Empereur, je lui ai demandé de mettre un film plus léger. Et il avait choisi Austin Powers et après il a changé d'avis, il a mis Saul. Parce qu'Austin Powers, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à dire. Et puis, ouais. Parce que j'étais énervé, puis je me suis dit, putain, va te faire foutre, Thomas, je vais mettre Austin Powers. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est pas intéressant, ça va nous faire chier, ça va me faire chier moi-même de parler d'Austin Powers, même si je trouve ça très drôle quand j'étais ado. Mais là, je pense qu'il y avait plus à dire, et puis ce film m'avait plus touché. Et je pense qu'il est intéressant, il arrive très bien après Le Roi Lion, où justement, on a vu un ancien Disney, on voit le dernier Disney, et je trouvais que ça pouvait faire un écho assez intéressant. Ouais, c'est un choix intéressant, en tout cas. Fred et Pierre et Gab, on va essayer on va essayer le truc où je vous demande votre avis en 2 mots, littéralement. Gab. Je dis... c'est plutôt des mots qui m'ont fait... Enfin, c'est trop long, ça. Hein. Pardon? 2 mots. Ok, d'accord. Original et existentiel, voilà. D'accord. Et toi, Pierre? D'existentiel aussi, charmant. Je n'ai pas pensé plus que ça. Je ne vais pas passer 5 minutes à chercher un meilleur mot, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, voilà, je vais vite fait faire un résumé. Mais moi, j'ai pas le droit de faire 2 mots? Bah non, t'as déjà parlé, toi. J'ai envie de dire 2 mots, alors. Ésotérique et transcendant. Très bien. Je vais faire un résumé rapide. Moi, tu vois, je fais pas 2 mots, hein, je suis pas fier. Je vais faire vite faire un résumé. C'est l'histoire de Joe Garner, un musicien de jazz et un prof qui est mort le jour où il avait l'opportunité de sa carrière. Après sa mort, il se retrouve à être le mentor d'une âme pas encore née, 22, elle s'appelle. Il va chercher à lui donner goût à la vie, tout en tentant de revenir à la sienne. Donc voilà, moi c'était un Pixar que j'avais pas vu personnellement. Ouais, en dehors du fait que c'est intéressant de comparer des Disney, comme presque toujours dans les films, on a quand même ce thème de transmission qui revient, comme dans Le Roi Lion exactement, et qui est traité un peu différemment ici, puisque c'est une histoire de mentor, etc. Mais je sais pas si c'est le plus intéressant de commencer par ça. Je sais pas si Pierre ou Gab, vous avez des mots à développer un peu plus que les deux que vous avez dit, sinon. Transcendant, je trouve ça très bon mot. C'est vrai que si j'avais préparé, j'aime bien cette idée que tu le vois installer dans sa vie. J'étais curieux de voir la chute d'ailleurs de ce film. Je me demandais s'ils allaient faire passer un message. Genre, il y a un moment où ils disent un petit peu. Je me suis demandé quel allait être le message final. Et moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié le fond des choses, quoi. Là-dessus. Je crois que justement, pour revenir sur ce mot transcendant, il y a quand même un côté qui est lié à la transe, dans le sens méditatif, qui est par rapport à la zone quand il joue du piano. Certains autres gens arrivent dans la zone par d'autres choses et par la méditation ou autre. Et c'est marrant, moi ça me rappelait un concept dont tu as déjà rapidement parlé une fois dans l'émission, Pierre, mais dont on parle depuis notre adolescence, que moi j'appelais le magic touch en fait. Le côté où quand tu es à fond dans un truc, ça peut être de la musique, ça peut être un sport, ça peut être autre chose, tu as justement cette espèce de transe où tu as l'impression de faire un avec l'univers ou ce genre de choses, tu vois. Et ça, je trouvais assez bien représenté dans ce côté de la zone et assez fun et bien aidé par la musique quand même, puisque c'est un film de musique et je trouve que
La légende de Bagger Vance, si jamais ça peut exprimer, je trouve pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu, film sur le golf. Il y a longtemps, mais... Le fait de visualiser le chemin, quand tu arrives à tenir compte du vent qu'il y a, du terrain, du coup que tu vas mettre, de la distance qui t'éloigne du trou, et quand tu as la vision parfaite et que tu fais un trou en un, c'est une idée de ce qu'exprimait Thomas là, sur le mojo d'être dans la zone. Je pense pas. Je trouvais que ce film, il représentait vachement bien ça. Quoi. Genre, ouais, je suis d'accord. Souvent. Ah non, ok, bah, je croyais qu'il disait... mais moi, je trouve que Saul, à sa manière, le représente assez bien, en tout cas, d'une manière assez cartoonesque, tu vois, mais il s'amuse à illustrer les concepts visuellement, quoi. Bah, pour la musique, clairement, ouais, c'est ça. C'est ça, lui, il rentre par la musique, et ouais, voilà, c'est un film en ambiance jazz. On n'est plus dans la comédie musicale de Disney, quand même, mais c'est comme un film en ambiance jazz assez cool. Je sais pas si vous avez pensé de la musique, en général, justement. Bah, moi, j'ai énormément aimé la musique. Je trouve qu'elle est extrêmement bien choisie. Dans New York, c'est ce New York un peu black qu'on découvre avec ces jazz. J'aime bien justement chaque fois quand ils s'emballent et puis tu vois, ils sont presque dans des impros quand il est avec la saxophoniste, etc. C'est sublime. Et je trouve que ça s'oppose parfaitement avec le monde un peu, le monde transcendant où tout est plus psyché. Puis tu as des musiques qui sont un peu plus mécaniques, un peu plus totalement différente. Après, tu as même un peu du Bob Dylan quand il est sur le bateau hippie avec la bande des Fonce D. Et je trouve les personnages, les personnages sont très attachants. La musique est totalement totalement avec le personnage et les thèmes. Ils en ont pas fait trop en mettant justement, comme on avait dit, comme je critique souvent dans Marvel, parfois où ils prennent que des musiques que tout le monde aime parce que c'est facile de les mettre. Là, il y a plein de thèmes musicaux différents qui s'adaptent au lieu. C'est très réussi. Et je crois il y en a justement, comme tu dis, il y a cette dualité de la musique, et je crois qu'il y a aussi une dualité du visuel entre les deux mondes, où avec ce monde réel dont on a parlé et dont j'ai montré les images, où finalement on s'approche très fortement d'un photoréalisme, à part pour ce qui est des personnages. La manière dont c'est filmé, en fait, parce qu'on croirait du film, il y a des moments où tu as comment on appelle ça, la profondeur de champ, qui est une fausse profondeur de champ, en fait. Tu vois, là, on a le personnage de Dorothea Williams au premier plan, qui est flou, mais parce qu'ils ont décidé de la faire floue, mais c'est simulé comme si ça avait été filmé avec une caméra, en fait. Il y a vraiment tout ce côté-là, et ça, c'est un truc qu'en général, je trouve assez chiant dans les Pixar, c'est que c'est beaucoup ça, en fait. Il y a très peu d'inventivité visuelle. Tu as beaucoup des personnages cartoonesques, avec un décor hyper réaliste, qui laisse peu de place à la fantaisie. Mais dans ce film, pas. Dans ce film, tu as justement tout ce côté abstrait qui est beaucoup plus intéressant. Je sais pas ce que. Gab, toi, tu as pensé quoi des visuels du film en général, par exemple? Moi, je suis très fan de Pixar de manière générale, donc je trouve toujours leurs films très très beaux. Donc, encore une fois, avec ce film-là, c'est encore très très beau. En fait. Voilà, les deux mondes, tant le côté réel que le côté abstrait, j'ai trouvé ça toujours très, très original, très beau. Et ouais, c'est toujours agréable de voir leurs films, quoi, tout simplement. Toujours très agréable de voir leurs films. La ville de New York à la fin, ou la galaxie, quoi. Enfin, ça pète, franchement. Faut gérer, quoi. Ils ont toujours des très bonnes idées, en fait. Je sais pas comment ils arrivent toujours à trouver des très bonnes idées, en tout cas visuellement. C'est ça, moi j'avais l'impression, quand j'avais vu Toy Story la première fois, mais parce que j'étais attaché au dessin animé classique, etc. Et donc ça m'avait fait un choc. Et puis je me suis dit, putain, mais c'est moche, c'est quoi ce truc? C'était très bien réalisé, mais je me disais, c'est moche. Et puis c'était quand même un monde très réaliste. D'une certaine manière, c'est des jouets, on est d'accord, mais ça reste. Je trouvais ce mélange avec les vrais humains. Enfin, c'était bizarre. Et là, pas du tout. Là, je me suis habitué, peut-être en évoluant là-dessus. Et je trouve que justement, avec toute cette opposition, avec ce monde complètement ésotérique, c'était très intéressant de l'utiliser en dessin animé. Et cette opposition avec ce New York ultra réaliste, je trouvais que ça faisait un choc et ça donnait quelque chose de. Ouais, cette scène, c'est tellement créatif. Ils sont quand même forts. Hein. Entre les mondes, t'as ces trucs aussi, ces âmes en peine, là. Tu vois, ce que représente en réalité les Jerry, on en parlera peut-être un peu, mais qui est cette espèce d'unicité du monde et où ils utilisent des fractales, justement. Voilà, donc, ouais, c'est très. Ça aussi qui fait penser à. Moi, ça m'a fait penser au sans visage dans Le Voyage de Chihiro, en l'occurrence. Ouais, c'est cool. Justement, moi c'est un reproche que je fais à Pixar il y a quelques années. Ratatouille, je trouve très bien, par exemple.
mais visuellement, c'est pas ouf inventivement, quoi. Je veux dire, la maîtrise de l'animation, elle est là aussi dans Saul, notamment, par exemple, tu vois, quand 22 prend possession du corps de Joe, tu as toute l'animation de Joe qui change, en fait. Il se comporte beaucoup plus comme un personnage innocent, etc. Et c'est par l'animation que tu fais passer des trucs, ou l'animation du chat, qui est incroyable, qui est super drôle. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, il y avait un truc qui s'appelait Secret Life of Pets, la vie secrète des animaux, ou je sais plus quoi en français, qui était un autre film d'animation, qui était pas horrible, mais où l'animation d'un animal était pas du tout à ce niveau-là, en fait. C'était pas du tout aussi drôle. Moi, le chat, je l'ai trouvé très drôle, en l'occurrence. Beaucoup de choses dans ce film, j'ai pas trouvé très drôle. Ça, par contre, c'est quand même un truc que je veux dire. Beaucoup de gags enfantins, comme c'est souvent le cas dans des dessins animés, quoi. Bon. Oh, il n'était pas très enfantin. Moi, je l'ai trouvé justement, tu parlais avec Le Voyage de Chihiro. Pour moi, c'était la première fois que je voyais un Pixar. Et d'ailleurs, c'est ce que je développerai un peu plus dans les critiques. Mais les gens ils disaient, ouais, c'est pas un film pour enfants, ça les a pas fait rire, c'est pas assez burlesque, etc. Et c'est vrai, il n'est pas du tout burlesque. C'est pas vraiment un film pour enfants. Il y a une morale. Il y a comme un moment avec le chat du cul devant le visage, ça fait, ça c'est pas drôle pour un adulte non plus, en fait. Non, mais quand tu vois le chat qui est dans le lit et puis tu vois qui réagit puis qui commence à parler, qu'est-ce que je fais dans le corps du chat, et puis tu vois les gens qui arrivent, l'infirmière qui arrive, puis tu entends sur le lit comme oui, ça, c'est rigolo. en train de faire une crise. C'était très drôle. Moi, ce chat, qui m'a beaucoup fait rire. Il m'a beaucoup fait rire. Et je savais pas où je voulais en venir. De toute façon, de manière générale, les Pixar sont jamais hilarants. Ils sont plus dans l'émotion et de raconter une histoire, en fait. C'est un peu ça la marque de fabrique de Pixar. Donc, pour moi, que ce soit pas hilarant, ça m'étonne pas. Enfin, c'est un Pixar, quoi. Ils sont là pour raconter une histoire avant tout. Il est quand même drôle souriant, justement. Je trouve ça va, quoi. Je veux dire, il reste drôle souriant, quoi. Plus que beaucoup de. C'est feel good, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est juste que les tentatives d'humour sont là et que moi, elles me font souvent pas rire. Mais moi, ça m'a plutôt fait sourire. Hein. Tu vois, les rires aux éclats, de toute façon, c'est chaud. Mais sourire, un bon sourire, pas mal de fois, franchement. Perso. Mais là où je voulais en venir, c'est que je pense pas voulu faire du gros gag bien lourd. C'était assez fin et c'est peut-être pour ça que ça fait sourire et que ça fait pas s'esclaper. Mais non, moi, j'ai trouvé ça plutôt fin et élégant comme approche. Bon, je dirais pas ça, justement. Moi, je trouve que l'humour a été fait pour faire rire les enfants. Et c'est là où justement, malgré tout, il y a quand même une bonne partie qui est faite, qui est un pub. Quand tu demandes quel public c'est fait. Le gars qui dirige le bateau là, au milieu des imperdus, qui est dans la zone, alors qu'il jongle avec sa pancarte, je trouve ça génial, quoi, franchement. C'est rigolo, ouais, ça. Même ça, c'est une bonne vanne. Et c'est pas très enfant, comme les gens qui disent. Et, alors, et vous ne laissez pas finir, alors. D'accord, arrête de parler, vas-y, dictateur. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dirigées aux adultes, justement. Toutes les références par rapport au mentor, c'est souvent plus fait pour les adultes. Justement, les références aux hippies, les gosses, ils vont rien comprendre. Hein, je veux dire, ils savent pas ce que c'est un hippie. On est en 2020, quoi. Enfin, 2020 à l'époque du film, mais 2021 maintenant, quoi. Donc, là-dessus, il y a beaucoup de choses qui sont aussi faites pour les adultes. Ils peuvent le mater juste avec leurs parents, puis avoir une petite couche d'histoire en passant. C'est cool. À mon avis, pour moi, c'est justement un bon truc familial, quoi. Pour gosses et adultes. Ouais. Et puis même la musique, tu vois, le jazz, pour moi, ils ont trop ciblé exactement. Pas le jazz relou, hyper technique, what the fuck, mais t'as un petit peu de ça, puis t'as vraiment ce trip, quoi. Enfin, le gars qui part dans la finesse, c'est joli, là, comme ça. C'est bien dans la transcendance, cette manière de jouer du piano, voilà. Justement. Ouais, moi, en tout cas, ça va en marcher aussi, quoi. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'était pas dans la morale habituelle qu'on a aux États-Unis. Il y a par exemple, tu regardes les êtres, là, les Michel, qui sont un peu ces mélanges de Miro et de Picasso. Les Michel en français, c'est d'accord. C'est les Michel, ouais, exactement. Et je trouve ces personnages ils ressemblent plus à des managers de sociétés de tech. Et ils ont ce côté très hypocrite. C'est très particulier d'ailleurs, cette mort c'est qui est terrifiante, où ils s'approchent tous et tu as l'impression qu'ils vont cramer comme des mouches sur les lampes bleues des boucheries. T'as pas du tout envie d'aller dans l'au-delà. Et c'est totalement inhabituel dans un Disney. Il nous montre quand même un monde, une après-mort qui est terrifiante. C'est vraiment profitez de votre putain de vie. Après, c'est de la daube. Après, vous allez griller comme des putains de mouches. Ça, c'est quand même pas habituel dans Disney. Tu vois, c'est pas comme dans Le Roi Lion. Il reste dans les étoiles et puis il reste dans les étoiles et puis il va voir toute son. Il reste pour l'éternité
on est dans un truc totalement anti-chrétien. Et chaque fois, d'ailleurs, tu vois, non, si, eh ben, laisse-moi m'exprimer. À chaque fois qu'ils ouvrent le truc et puis qu'ils lui disent non, tu veux plus être mentor, va très bien, va te brûler comme une mouche. C'est terrifiant et tu vois, il est terrorisé. Et puis tu vois qu'ils ont un peu ce côté un peu comme des managers de tech en disant ouais, on est là, on est avec toi, on est des super coachs. Alors qu'en fait, ils sont d'une hypocrisie totale. Et tu le vois quand ils se moquent de ce pauvre Terry là, le tout petit comptable. Non, mais attends. Parlons d'un concept à la fois. Eh ben, je parle de concept. Mais d'ailleurs, même à la fin, quand il lui dit on va encore vous laisser une chance, tu vois. Ça fait vraiment style la punition finale. Ouais, mais oui, bon, arrêtez de jumper d'un concept à l'autre. Continue à vivre. C'est sur le même truc. Là. Mais non. C'est pas rassurant. On va commencer d'abord par parler de ce visuel ce visuel de l'au-delà, qui est un visuel assez universel en fait, qui se retrouve assez facilement dans plein de cultures. Ce côté approché d'une grande lumière qui a l'impression d'à la fois grandir et pas grandir. Tu as cet espèce un peu de focale, tu sais, où à la fois ça zoome et ça dézoome. Et je trouve visuellement ça rend majestueux, flippant, d'accord, mais flippant comme devrait l'être la rencontre avec Dieu, entre guillemets, pas Dieu chrétien, mais avec la divinité. Et ça, je trouve ça assez cool. Les Michel, les Jerry, en dehors du côté, de ce côté un peu corporate qu'ils ont, il y a ce côté au niveau visuel où ils sont entre la 2D et la 3D en fait. Tu le vois quand ils se retournent, etc. Et ça, je trouve que c'est un truc assez amusant avec justement les effets qu'ils utilisent dans ce film. Et pour moi, non, c'est parce qu'il n'a pas compris la vie qu'il a peur. Tout le long, Joe. Parce qu'à la fin, il n'a plus peur d'aller vers ce truc-là. Alors d'accord, on lui donne une dernière chance, ça c'est particulier, on peut y revenir sur ce que ça peut signifier sur le message du film. On lui donne une dernière chance, mais il y a ce côté où il avait fait la paix avec ça parce qu'il avait plus de regrets sur sa vie en fait. S'il avait peur de la mort avant, c'est parce qu'il avait des regrets. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Exactement, et c'est ce que tu vois, les vieux, ils disent bah non, moi je l'attendais, j'avais envie de crever, mais quand même, et ils le disent parce qu'ils ont suffisamment vécu, mais c'est donc, ça reste dans ce que je dis, le plus important, c'est ta vie réelle, et puis après, je suis désolé, autrement, tu aurais choisi un son différent, je sais pas, tu aurais choisi un truc majestueux qui fait que tu rencontres paradis, pas un comme si on te brûlait. Il y a juste ça, je suis d'accord, cette demi-seconde pour faire un gag, pour lui faire peur, c'est le seul moment où je suis d'accord de ça, mais tout le reste, c'est justement sur ce truc gigantesque. Mais je suis d'accord que ce truc où ils crament comme des moustiques, c'est un peu... Ça va pas, parce que pour moi, ils appellent ça le grand après, quoi. Donc pour moi, le grand après, ça veut dire que c'est pas fini. Il y a quelque chose derrière cette grande lumière blanche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète dans mon film. Moi, c'est comme ça que je l'interprète à mon film, dans la vision du film. Mais c'est vrai qu'on n'en sait rien, et c'est bien fait qu'on n'en sache rien, d'ailleurs. Je trouve. Et tu évoquais... alors, je sais pas comment il s'appelle en français, du coup, non plus. Terry, enfin, du coup, le comptable, quoi. Terry, ils l'ont gardé Terry, celui-là. C'est Terry, et puis les autres, c'est Michel. D'accord. Bah, en anglais, c'est Jerry et Terry. Enfin, c'est Terry et Jerry. Mais Terry qui est donc ce comptable, moi justement je l'interprète plus comme l'administratif qui vient faire chier les artistiques, tu vois. Parce que moi je pense qu'une partie des Michel, c'est un peu une insertion pour les scénarios et les mecs de Pixar, tu vois. Puisqu'ils expliquent à la fin au personnage qu'il les a inspirés, etc. Pour moi il y a un côté comme ça, quoi. C'est comme un peu des Froutucs. On va lui mettre plein d'égocentrisme. Ah, ça, il y en a beaucoup. Tu vois leur personnalité. Ils choisissent. Tu as l'impression plutôt qu'ils s'amusent et puis qu'ils jouent à Dieu et puis qu'ils profitent un peu. C'est pour ça, moi, je te dis, ils m'ont fait penser à des managers de la Silicon Valley. Des faux bienveillants. Ils ont toujours le sourire un peu. Ils ont toujours un sourire des gros faux assez gênant. Des gros faux culs. Et après, tu vois qu'en fait, ils le traitent Terry, ils le méprisent au plus haut point. Ils se foutent trop de sa gueule. Alors que c'est le seul qui bûche. Eux, c'est tous des gros glands. Et puis, ils se permettent ensuite de se moquer de n'importe qui. Je vois pas ça. D'ailleurs, même Joe les inspire à la fin, tu vois. Tellement ils sont proches de ce que tu dis. Tellement ils sont vides, ces gens. C'est trop blasé, quoi. C'est le vide. Il y a une grosse critique je pense, de ce monde californien, faux cul et smiley. Ah, je pense pas. Parce que pour moi, Joe, il y a une raison pour laquelle il s'appelle comme ça, c'est parce que c'est une référence à Joe Ranft, qui est le mec qui a coécrit Toy Story, qu'on voit, tu vois, à un moment, tu as un mur avec tous les mentors qui vont essayer d'inspirer 22 qui ne sont pas arrivés, et en plein milieu, tu as Joe Ranft. Et il s'appelle Joe, comme Joe Gardner. Et pour moi, quand les Michel lui disent à Joe, tu nous as inspiré, c'est les réalisateurs du film, c'est Pete Docter, qui dit à Joe Ranft, tu m'as inspiré. Mais ça, c'est peut-être une vision trop méta du truc, quoi, après. Je sais pas. Vous trouvez pas quand même qu'il y a cette notion de prédestination qui est totalement différente de ce qu'est l'habitude de ce qu'on a nous donné à les États-Unis. Aux États-Unis, on te dit fais ta vie,
fais ce que tu vas devoir. Là, on te dit qu'en fait, à travers ta flamme, à travers les éléments que choisissent en gros ces mentors, c'est eux qui vont faire les éléments de ta personnalité. Ce qui va te permettre de trouver ta flamme, mais ils le découvrent. Enfin, tu n'as pas vraiment beaucoup ton mot à dire. Moi, je trouve justement, tu as l'impression, au début, tu as l'impression que c'est beaucoup dans la prédestination. Et puis, tu as ce moment où Joe réalise que finalement, on lui a pas donné un sens à sa vie. On lui a c'est juste une étincelle, tu vois. Pour moi, pendant tout le film, j'étais là, ah putain, mais il fait chier ce film avec son concept tu es né pour faire une chose, tu es né pour être musicien, tu es né pour ci. Moi, j'y crois pas trop, c'est pas trop ma façon de voir les choses. Et en fait, le film c'est un bait and switch, quoi. Il te fait croire que c'est ça, et en fait, c'est pas ça qu'il essaie de te dire. Marcher dans la rue, c'est autant ta vie que de faire du piano. Et ça, je trouvais ça assez cool, assez riche. Voilà, et ben ça c'est inhabituel et c'est ce qui m'a plu aussi énormément. C'est ce que je dis. Tu pars sur la prédestination, te dit tu dois faire ça, tel ça, tu dois fonctionner comme ça. Puis au final, bah non, en fait, t'as pas besoin d'avoir une passion. Qu'est-ce qu'ils disent une flamme n'est pas une vocation ni une passion. Et c'est tout à fait vrai. On le voit quand il fait son concert. Voilà, juste des petites choses, des pizzas, des petits machins. Et puis c'est comme ça que tu es heureux. T'as pas besoin d'être toujours, parce que c'est ce qu'on t'inculque quand même tout le temps. On va à fond là-dedans, sois le meilleur dans ton domaine. Fuck off. Là, c'est prendre le temps, prendre juste le temps. Et ça, c'est merveilleux comme morale. C'est tellement rare aujourd'hui. Je sais pas, cette morale était déjà un peu présente dans Là-haut, par exemple. Donc, je sais pas, c'est pas nouveau chez Pixar. Hein. Mais pour moi, c'est un entre les deux. Ils disent pas pour moi non plus que la passion, c'est pas non plus. Ils disent que c'est pas forcément la passion, enfin que c'est pas le primordial. Mais pour moi, la flamme va aussi avec ça, tu vois. Quand tu vois la gamine. Ça peut être aussi. Et puis pour lui, c'est quand même aussi une passion. La transmission, la musique, c'est des passions qui s'est découvert. Mais même la meuf avec son trombone, tu vois, la gamine avec son trombone, ça se sent quand même. Tu vois, moi, j'aime pas l'idée de t'es fait pour une chose, mais par contre. Faire toutes les choses, tu vois, qui te passionnent quelque part. C'est d'être figé dans un truc, mais je trouve que sinon, ils ont pas non plus démenti complètement la chose, quoi. Et je suis content qu'ils s'est pas bloqué là-dessus, ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil avec Thomas. Ils ont pris 2-3 petites directions au début, puis je me suis vraiment demandé comment ils allaient aboutir, tu vois. Puis ça, c'est vraiment un des angles que j'étais content de voir qu'ils y allaient pas pieds joints, quoi. Ouais, comme dans Vice Versa. Pardon, vas-y. T'as une dichotomie qui est créée au début entre la carrière et la passion, tu vois. Et comme s'il devait abandonner complètement de faire des concerts de jazz pour devenir prof. Alors que c'est pas comme ça que ça marche la vie. Je veux dire, tu peux avoir un boulot et avoir une passion qui même peut te rapporter un peu d'argent. Tu pourras peut-être pas en faire ta carrière, mais c'est pas autant l'un contre l'autre que ça, quoi. Ça t'empêche pas d'avoir un rêve parce que tu vas avoir un petit boulot de merde, quoi. Ça, au début, ça me gênait. Et au final, tu comprends que c'était pas ça non plus la dichotomie du film, quoi. Probablement qu'il va continuer à faire les deux à la fin. Donc, moi, je l'ai vu un peu comme un développement de Vice Versa, qui est aussi du même réalisateur, et où c'est aussi un peu ce qu'il te dit. Il te dit, bah voilà, tu dois accepter ta tristesse, elle est utile pour toi aussi. Tu dois accepter certaines émotions, ta colère, etc. Et là, c'est un peu la suite de ça, c'est-à-dire accepte juste ce qui te vient. Et puis arrête de vouloir trop en faire. Et moi, j'aime bien. Alors voilà, si tu es conspirationniste, tu peux te dire, ah mais c'est bien, les riches, ils nous disent d'accepter notre vie de merde et de pas avoir trop de rêves, si tu es conspirationniste. Mais c'est vrai que ça va, en dehors du fait de prédestination, c'est l'histoire d'un homme banal. C'est pas l'histoire d'un roi. Et ça, c'est aussi une grosse différence entre les films de Pixar, surtout au fur et à mesure par rapport aux films Disney de l'époque, quoi, finalement. Voilà, c'est un choix, quoi. C'est même plus que ça, c'est un peu un sale con, ce type, à la base. Il est complètement narcissique, il est complètement égoïste, il pense qu'à lui, il traite la petite comme de la merde. C'est un peu un trou duc. Et c'est que sur la fin qu'il atteint la rédemption. Mais autrement, c'est quand même un sale con. J'aurais pas aimé rencontrer ce mec. Bah, c'est quand même un bon prof, non? Mais comme il traite après la vie. Pour moi, c'est un bon prof avec les bons élèves. Pour moi, même avec cette approche de théorie du complot, là, genre, ils ne le font pas pour moi pour ce film. Tu vois, même le coiffeur, il est heureux de faire son taf au final. Et à l'inverse, à un moment, il y a un gars qui allait crever parce qu'il s'est trompé, là. Et puis, il le ramène, tu vois, et puis le gars, il est trader, là, ou un truc comme ça. Et puis, le gars, il se réveille, et puis, je suis en vie.
Donc, tu vois, il y a même plutôt le côté fais ce qui te donne la flamme quand même, quoi. Pas forcément au boulot. Ne pas être une âme perdue. C'est ça. Garde ton âme. C'est vrai que ce concept de l'âme perdue peut être intéressant aussi parce que c'est ne pas se perdre non plus dans le truc qui t'envoie dans la zone. Tu vois, puisqu'il disait que je sais plus comment il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle en français, le hippie, il s'appelle Moonwind en anglais, le vent de la lune, ce qui est très bien comme nom de hippie. Et il parle de lui que lui, il s'est retrouvé âme perdue en un moment en jouant à Tetris. J'imagine que ça peut arriver de plein de manières. Mais souvent d'ailleurs, je remarque que les âmes perdues, c'est lié à la technologie, alors que les autres gens dans la zone sont souvent quelque chose qui est plus direct, plus humain. Non, il y a un gars qui cherchait un trésor, là. On voyait à un moment donné. Une âme perdue. Ah oui, avec son machin public. Ouais, mais c'est pas vraiment la technologie, c'est les moyens. C'est pas un truc comme Tetris ou la finance qui était vraiment devant un PC. C'est toujours des gens qui passent à côté de leur vie. Et c'est ça qui est bizarre. Ils ont une obsession et l'obsession, ça te détruit. Justement, il passe à côté des petits moments de la vie, quoi. Il est trop bloqué sur son écran à jouer Tetris pour voir la. D'ailleurs, à part ça, c'est vrai que c'est un truc que moi je trouvais tellement cool quand j'étais gosse, ces petites graines hélicoptères. Ouais, les hélicoptères, ouais, c'est génial. C'est magique. Ils ont très bien trouvé de se fixer là-dessus, quoi. Moi, un truc qui m'a amusé, c'est que c'est un des derniers Pixar que j'avais vu également, c'était Coco. Et les deux, en fait, sont en rapport à la fois avec la mort et avec la musique. Ah oui, je vois. Même quelque part. J'avais moins aimé, moi, quand même. Moi aussi. Il passait, mais je sais pas. J'avais moins accroché, quoi. Je trouvais qu'il y avait plus de longueur. Là, j'ai pas eu de longueur du tout dans ce film. Ouais, moi, pareil. Franchement, je l'ai vraiment trouvé cool. Et pareil, je trouve que c'est un film, justement, pour moi, vu que c'est un film qui est fait et pour les gosses et pour les adultes, je trouve que c'est vraiment un film que j'aimerais bien voir avec mon gosse dans l'idée, tu vois. Ou avec un gosse, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à parler. Ouais, c'est mélancolique, c'est assez métaphysique. C'est vrai, tu peux finir puis tu peux en discuter avec ton gosse, comment il a pu le concevoir. C'est intelligent quand même. Ce mec est quand même intelligent, ce réalisateur. Et c'était déjà le cas, moi, j'avais trouvé dans Vice Versa. Ouais, j'avoue. J'avais pas aimé Vice Versa, vraiment pas, quoi. Moi, j'ai moins aimé Vice Versa. Par contre, l'idée est excellente, je trouve, des humeurs, parce ce qu'a résumé Fred avant. Donc après, je l'avais trouvé un peu long des fois, peut-être sur les mondes qui s'effondrent en fonction des sentiments là. Mais non, mais j'avais bien aimé quand même. Mais là, celui-ci, je l'ai vraiment trouvé propre, quoi. C'est pour ça que moi, je le voyais comme une suite. Je trouve que c'est là, il a plus d'expérience, il développe plus son système de pensée. Et c'est vrai que je l'ai trouvé aussi plus réussi. Je crois aussi que l'abstraction visuelle est beaucoup plus riche dans celui-là. Moi, c'est ce qui m'a gêné dans Vice Versa, c'est que pour quelque chose qui se passe dans un cerveau, c'est un peu banal, quoi, ce que tu vois. C'est pas très créatif visuellement. Et là, je trouvais que plus quand même dans Saul, même si c'est pas la majorité des films, mais les moments d'abstraction sont vraiment uniques et ça m'a beaucoup plu. Une autre dichotomie qui est amenée dans le film, c'est après que Joe ait fait son concert, qu'il ait réalisé son rêve, il parle avec la chanteuse Dorothea Williams. Et elle lui raconte cette histoire, parce qu'il lui, il n'a pas trouvé ça si génial que ça de réaliser son rêve, sur le moment. Elle lui parle de cette histoire d'un poisson qui est un jeune poisson qui rencontre un vieux poisson et qui lui dit que son rêve c'est de trouver l'océan. Et puis le vieux poisson lui répond, mais l'océan, mais qui est? Il dit, l'océan, mais ça c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, ça. C'est pas de l'océan, c'est que de l'eau. Et c'est vrai que je trouve que ça c'est assez. Moi je cherche J'aime bien cette métaphore. Ouais, mais l'océan, tu le vois pas quand tu es dedans. C'est un peu le même concept que ce que cherche 22 ou ce que cherche Joe d'ailleurs. C'est justement chercher le sens de la vie. C'est pas. Il y a un côté où tu te poses pas la bonne question, quoi. Le sens de la vie, c'est la vie. En tout cas, c'est comme un jeu. C'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Tu vois, quand il sort du concert, donc il y a cette histoire-là, il est un petit peu un poil déçu. Après, tu le vois un peu triste, etc. Par contre, dès qu'il commence à recrocher sur le reste, à mettre les petits objets, puis à jouer, il se retrouve dans la zone. Direct, il reconnecte. Donc, c'est pas non plus, il est saoulé par la musique, tu vois. Il a des flashbacks sur plein de petits moments de sa vie qui l'ont touché, quoi. Évidemment, moi, j'ai pleuré, hein, parce que... Ouais, celle-là, je te la poserai à chaque fois maintenant, donc, si tu es obligé de le dire. Mais c'est vrai que moi, la première fois, je pense qu'il m'a tiré une larme aussi. Là, moins, mais quand j'étais fatigué, il m'avait tiré une larme. Et j'aime bien, et ça, avant Pixar, il n'y avait que les Japonais qui étaient capables de transmettre une mélancolie dans les dessins animés, une mélancolie avec le sourire. Et je trouve que Pixar arrive bien ça.
Non, je dirais pas ça. Cendrillon. Non, mais ça va. Arrête de cracher sur les vieux Disney, ça fait 20 ans que tu les as pas vus, quoi. De toute façon, l'an prochain, je vais vous en mettre un et tu vas te calmer. Bon. La menace. On va le démonter. C'est terrifiant. Et Fred, tu l'as rendu tout colère, là. Ouais, je vois, il me vénère, là. Non, mais déjà, l'autre fois, tu crachais sur Blanche-Neige. Si on démonte Cendrillon, ça, il va se prendre un 4 de moyenne. Là. La semaine prochaine, ça va être Roxy Rookie qui va prendre cher. Oh non, pas Roxy Rookie, merde. Ah, il va prendre cher, ça va prendre cher, ça. Une chose, je voulais parler, on en a parlé un peu en antenne avant, des voix. Je sais pas, Fred, toi, je sais que tu l'as vu en français, Pierre, je sais pas. Gab, je l'ai vu en français, mais la voix de... Il y a une voix qui m'a... Je sais même plus la voix de qui. Une voix féminine que j'ai entendue soit dans des jeux vidéo, je sais pas quoi. Je suis pas allé voir, mais il y a une voix qui m'intriguait vachement. La voix de quel personnage? C'est peut-être... Non, mais parce que je crois que c'est pas 22. Ça doit peut-être être une des boss comme ça dans la... Un des Michel, ouais. Je sais pas, pour 22, il disait... Moi, j'aimais bien quand il disait pour 22, pour sa voix, justement, où elle dit, non, j'ai juste... Je pourrais prendre la voix que je veux, mais juste choisir celle-là, vu que c'est la plus agaçante. Il le dit comme ça drôle. Et comment il lui demande, Joe? Parce que Joe, en anglais, il lui demande pourquoi t'as la voix d'une femme blanche de 40 ans, en gros. Il précise une femme blanche. Je trouvais particulier quand même. Femme blanche, ouais. Non, et je pense qu'il y a une référence au même de la Karen un peu. Pour moi, c'est un peu ça. En anglais, elle est doublée par Tina Fey. Et d'ailleurs, son personnage me fait un peu penser à Vanellope dans Ralph. Je sais pas comment c'est le titre en français, Wreck-It Ralph, quoi. Et elle m'a un peu saoulé, moi, 22, honnêtement. Je sais que c'est un peu fait pour, mais elle m'a un peu saoulé. Ce genre de personnage me saoule un peu. Après, elle a des bonnes raisons. Tout le monde l'a traitée comme une merde. Tous ses mentors lui ont dit t'es qu'une merde, donc elle se comporte comme une merde. En soi, c'est. Voilà, mais elle m'a quand même un peu saoulé. Notamment Tina Fey, qui est quelqu'un que j'aime bien, mais là, je trouvais pas très intéressant. Je trouve qu'elle est chiante quand elle est une âme. Je trouve qu'elle est chiante quand une âme, mais dès qu'elle. C'est en ça que c'est bien fait. Dès qu'elle prend le corps de Joe, elle devient super marrante parce qu'elle a ce côté complètement inadapté. C'est très drôle, même quand elle va. Tu vois, il y a cette spontanéité quand il dit je vais toujours embrasser la collègue de ma mère, puis elle fait un gros smack. J'ai trouvé ça très drôle. Elle est complètement. Elle vient de naître, quoi. Et c'est. Naïveté, exactement. C'est très chou, je trouve. Elle est tout chiante. Ouais. Elle est pour changer. Elle est tout chiante. Alors, oui, en dehors de ça, dans le podcast, j'ai comment en parler en anglais. C'est le personnage principal, Joe, c'est Jamie Foxx, qui est excellent. Et les voix des Jerry, en fait, les Jerry, les Michel, ils ont tous des accents anglais, plutôt british. À part Terry, qui est doublé par une néo-zélandaise, une femme qui fait une voix un peu comment, entre hommes et femmes, et qui est excellent, franchement. C'est oh, Joe Gunn. Tu vois, l'accent néo-zélandais est excellent et très drôle. Et moi, j'ai adoré ce personnage juste pour ça, en fait. Parce qu'il est à la fois un petit peu, comment dire, sournois, et en même temps, il crie pas. Il a une voix un peu douce et un peu cassée. Vraiment, j'ai trouvé vraiment cool ce doublage. Je sais pas comment étaient les autres personnages en français, s'il y en a d'autres qui vous ont marqué. C'est banal. J'ai reconnu Ramsey dans le personnage du hippie. D'accord. Mais étonnamment, ça m'a pas gêné. Je n'ai pas du tout fait gaffe. Ouais, non, c'était supportable. Je n'avais pas deviné. Okay. Moi, j'ai trouvé les voix cool, hein, franchement. Ouais, sans savoir qui faisait quoi, c'était bien agréable. Alors que c'est ce que je critiquais, je trouvais ça très bien dans le Roi Lion parce qu'ils avaient des personnes. C'était choisi pour les personnages d'avoir la voix qui s'adapte aux personnages. Là, ils ont pris des stars, comme l'avait dit Thomas, c'est justement pour faire de la promo, même si bon, ils n'ont pas dû en faire beaucoup avec le Covid. Mais ça passait très bien. Les personnages passaient. Franchement, les voix étaient très réussies. Mais je crois que Pixar, maintenant, ils ont quand même. Ils savent dérouler le truc, quoi. Ouais, ils ont peut-être pris quelques stars qui savent jouer aussi, tu vois. Ils ont pas pris une star qui sait pas faire une voix, tu vois. Quelqu'un qui sait pas jouer, qui sait pas faire la voix. C'est ça, Omar Sy commence à avoir l'habitude à France. Mais deux autres voix que je voulais noter justement en anglais, c'est la voix de Dorothea Williams, qui est... merde, j'ai oublié son nom. Angela Bassett. Angela Bassett, qui est une légende du cinéma nord-américain. Et la mère, celle qui joue la mère, qui est Felicia Rashad, qui jouait
une mère dans une série noire américaine et qui a notamment reçu un prix qui est la mère de la communauté noire américaine. Donc c'était pas innocent non plus, tu vois, de la caster comme la mère du personnage. Parce que c'est quand même une volonté de ce film, c'est de faire un film noir américain, un film Disney noir américain. Ce qui avait un peu existé avec la princesse et la grenouille, mais qui là est beaucoup plus sur la culture noire américaine moderne, quoi. Ouais, et puis sans le côté moralisateur, sans qu'ils nous foutent un peu de racisme pour faire chier, pour nous faire culpabiliser. C'était pas du tout le cas. C'était juste tu rentres dans une culture comme des vrais personnages, mais sans qu'on dise, regarde les pauvres noirs victimes comme d'habitude, et puis les grands méchants blancs. Et ça, c'est quand même très agréable. Mais surtout, c'est intéressant de faire une histoire sur qui est identifiée assez clairement comme étant noire américaine et de ne pas faire du racisme une part de cette identité. C'est un truc qui est trop souvent le cas. Je suis d'accord que bien sûr que ça existe et bien sûr il faut en parler de temps en temps et même souvent, mais il y a un moment où tu peux pas faire de ça. Il y a un moment où tu peux pas faire de ça, disons, un truc central de la personnalité noire américaine parce que c'est pas suffisant et c'est un peu trop glauque au bout d'un moment aussi. Là, ils ont choisi le jazz bien spécifiquement. Et quand c'est normal, tu vois, moi j'ai vraiment du mal avec. Il y a beaucoup de films qui sont genre qu'avec des blacks, tu vois. Et puis s'il y a un ou deux blancs, tu vois, il devait y avoir la même chose avant, version blanc. Mais là où si tu as un personnage blanc, c'est la personne, tu peux pas saquer, tu vois. Enfin, j'ai vu ces dernières années des films comme ça. Et là, c'est complètement. Là, il y a aucun problème, tu vois. Je veux dire, quand c'est logique et que ça se tient avec le sujet, que ça cherche pas. Et c'est aussi plus respectueux. C'est aussi plus respectueux pour les Noirs, pas toujours les faire passer pour des victimes, des gros. Je veux dire, c'est bien, tu vois. C'est des humains. Tout le monde est humain. Et même, tu as des âmes. À la base, t'es qu'une âme. Et je sais, c'est simple. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est cette simplicité. Mais je pense ça sonne vrai. Parce que je pense que de toute façon, le fait que la communauté afro-américaine dans le film, tout ce côté-là, c'est pas le côté central du film, c'est juste pour habiller l'histoire. C'est pas ça qui est mis en avant, en fait. C'est juste pour donner de la profondeur à l'histoire. C'est là que c'est juste, quoi. En fait, Garner, il est juste là pour représenter en fait l'humain, quoi, l'humanité, tout simplement. De quelle communauté il appartient, on s'en fout finalement. Si, parce que c'est quand même du jazz. Le jazz, c'est de la musique de black. Oui, mais après, ils auraient pu prendre une autre communauté, ça aurait pu tout à fait fonctionner aussi, tu vois. Exactement. C'est pas prise de tête. Donc, c'est juste pour habiller l'histoire, pour donner de la profondeur, puis voilà, quoi. C'est une histoire, tu peux raconter. Il se trouve qu'il est noir, parce qu'on aurait pu faire ça avec quelqu'un n'importe où, avec une autre étincelle, tu vois. Mais son étincelle est un jazz. Il se trouve qu'il est noir, mais on n'a pas ignoré le fait qu'il était noir non plus, tu vois. Mais après, je reviens de c'est d'ailleurs hyper agréable parce que je veux dire, maintenant, ça fait des années qu'on se tape une chier de film avec un quota, tu vois, où tu as vraiment la coche de l'Asiate, la coche du gay, etc. Ouais. Et puis là justement, de voir qu'on peut faire un film d'animation comme ça, mais où c'est juste, ça passe tout seul, tu vois. Il n'y a pas ce problème de se dire, ah putain, il n'y a que des blagues, c'est chelou. D'ailleurs, 22, elle va devenir asiatique. C'est sûr de ça, parce qu'elle se dirige vers l'Asie, ouais. Elle se dirige vers l'Asie, ouais. Alors que lui, il se dirigeait vers New York. Je trouve intéressant d'ailleurs qu'on la voit jamais en tant qu'humaine. Enfin, on les voit pas se retrouver après. Ça aurait été chiant, ça aurait été nul. C'est bien qu'il l'ait pas fait. Juste, je voulais ça se trouve. Je voulais quand même dire quelque chose. C'est que moi, en parlant avec Louis. En fait, il se trouve que quand j'ai vu le film, j'ai bien fait. Pour une fois, je l'ai pas vu après le travail. Je l'ai vu un après-midi où après je devais sortir. Donc ça tombait très bien avec le truc, parce que voir ce film et après aller me coucher, ça m'aurait un peu saoulé. T'as envie de te balader dans la rue et de regarder autour de toi. C'est tout con, hein. C'est un peu niais, mais c'est comme ça. Et donc c'est bien tombé, il se trouvait que je devais sortir boire un verre avec Louis, donc on a un peu parlé du film, que lui il a pas trop aimé. Un de ses reproches, c'est qu'il le trouvait un peu raciste. Alors, avant, calmez-vous. Mais... et attends, il t'a dit la note? Il met un 7 quand même, du coup? Non, il m'a pas parlé de sa note. On n'a pas parlé trop longtemps, parce que je pensais qu'il allait peut-être venir ce soir. Mais je crois qu'il y a peut-être ce côté justement où les personnages ne sont peut-être pas stéréotypés, mais ils sont clairement typés. Justement, le fait que ce soit du jazz, mais parce qu'on est aussi dans la caricature visuelle quand on fait du cartoon, et donc les personnages sont typés. D'ailleurs, comment ça s'appelle, Dorothea Williams, elle a clairement un air de Nina Simone, selon les angles où ils la prennent. Ouais. Et voilà. Mais donc, justement, le fait que ce soit pas, qu'on n'ait pas oublié le fait que ce soit pas juste un mec
blanc peint en noir, entre guillemets, le fait qu'il y ait des trucs de la communauté qui ressortent, genre le fait qu'il a chez le barbier, ou qui a un peu ce côté, comment dire, psychologue communautaire, tu vois, ou en tout cas de partager ses histoires, qui est un truc assez typique de la communauté nord-américaine, le fait qu'il fasse du jazz, le fait que dans Les Amis de sa mère, il y en a une qui a clairement une perruque qui est clairement très mal placée et très mal faite. C'est aussi un cliché de la communauté nord-américaine. Et je trouve que c'est des trucs... moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Mais je pense que c'est une question qui se pose, parce qu'il y a une question qui se pose actuellement à Hollywood sur la question de la représentation. Comme tu disais, Pierre, des fois, ça se fait par des quotas. Et souvent, bah, tu vas avoir un mec qui est là et tu ne vas pas savoir... Pour se poser la question, est-ce qu'il est assez noir? Est-ce qu'il n'est pas trop noir? Et c'est un truc qui est très difficile à naviguer dans le côté politiquement correct d'aujourd'hui. Et du coup, je peux comprendre de le percevoir comme des racistes, je peux le comprendre de le percevoir comme moi je me pose... Perso, je me pose ce genre de questions dans presque tous les films que je mate, quoi. Je veux dire, à un moment ou à un autre, le côté des quotas, je sais pas quoi. Celui-ci, je l'ai juste trouvé juste. Pour moi, c'est comme disait Gab avant, c'est sur une thématique en particulier, avec une culture en particulier. Enfin, moi, vraiment, voir du racisme dans ce film, moi, pas une seconde. Il faut y aller. Au contraire, elle est très attirante et très sympathique, cette communauté. Tu te dis, ils sont charmants, ces gens. Tu as envie de rejoindre chaque personnage et agréable. Il n'est pas caricaturé, il n'a pas l'air, il n'est pas too much, il n'est pas relou. Ils sont sympas, intéressants et vrais. Et c'est comme si, tu vois, là, il va chez le barbier pour faire sa psy. Si ça avait été un personnage pudge à New York, il aurait fait une psychanalyse, puis il aurait raconté sa vie pendant 3 heures, on n'aurait pas dit c'est antisémite. On aurait dit, bah, c'est fudge. C'est pareil, c'est black. Oui, bah, il y a toujours des cons. En plus, tu vois, Disney, c'est une grosse entreprise quand même. Donc, pour ces questions-là, bah, elles sont très touchy. Donc, pour la création de ce film, ils ont demandé beaucoup de conseils à des personnes de la communauté. Notamment, ce film-là est co-réalisé avec un co-réalisateur. C'est ça, justement. Puis après, il y a plein des compositeurs, etc. Il y a plein d'artistes aussi de la communauté noire, afro-américaine, qui ont participé à ce film-là. Puis aussi demandé conseil aussi à eux par rapport à comment ils voyaient justement le monde du jazz et comment ils percevaient le monde du jazz. Donc, voilà, je pense que le cheminement qu'ils ont fait pour représenter la communauté noire dans ce film-là, ils ont été vraiment très clean, très transparents, je pense. Donc, peut-être c'est cliché, mais tous les films de Disney sont clichés. Il y a toujours des caricatures, etc. Donc, ça va dans la ligne, dans la droite ligne des films de Disney, finalement. Donc, dire que c'est raciste, je trouve ça un peu fort. Après, c'est les sensibilités de chacun aussi. Donc, ok, il a perçu comme ça, Louis, mais de toute façon, je trouve ça un peu dur, quand même, un peu sévère, de dire que c'est raciste. Après, cliché, ok, ouais. Ouais, mais sur la limite entre typé, stéréotypé et raciste. Ouais, pour moi, il y a quand même tout un spectre. Non, on s'en fout un peu. Mais il y a quand même le truc. Non, on s'en fout un peu. Parce que de toute façon, elle n'est pas définissable, vraiment, la limite. Elle va être justement c'est vraiment la sensibilité de chacun. Mais tu vois, si Louis avait été noir, peut-être que j'aurais peut-être donné plus de crédit à ça. Mais qu'un blanc trouve quelque chose de raciste contre les noirs, alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont tout à fait évaluables. Je veux dire, le régime de Léopold II au Congo, il n'y a pas besoin d'être noir pour dire que c'était raciste. mais ressenti sur un dessin animé comme ça, bah justement, il y a une grosse différence pour moi par rapport à avec ils n'ont pas dû être nombreux. Voilà. Ils n'ont pas dû être nombreux les blacks qui ont dit que c'était un film raciste. Et ça, j'en suis très content. Donc Louis, Louis, ouais. Est-ce qu'il disait pas raciste parce que les blancs sont pas représentés? Ouais, ça va. Ils sont pas particulièrement importants. Le vieux hippie, ils sont là. Il y en a voilà. Qui, elle, tu sais pas, tu sais pas de quelle. Non, mais elle est, hein. Disons que j'aurais aimé justement qu'ils disent un peu plus pourquoi du coup, Louis. Mais bon, il n'a pas eu le temps de regarder le film et de venir, donc voilà. Mais comme je trouve intéressant, moi je voulais soulever ce sujet, même si je l'aurais abordé un peu différemment si j'avais pas eu ce truc-là, mais je pense que c'est une question qui s'est posée de représenter assez noir, mais pas trop, parce que c'est une question qui se pose sur beaucoup de films, et notamment des films d'animation qui ont des grosses compagnies comme ça, qui se font ensuite attaquer sur Twitter, de toute façon peu importe qu'elles font, donc elles prennent des gants, et elles essayent de bien s'y prendre, et là je trouve que c'est plutôt assez réussi. Il faut qu'ils reviennent. Ouais, pour soulever des trucs à la con comme ça. Salut. Je voulais parler vous parler à la fin du message et du fait qu'il ne meurt pas. Moi, ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait eue avec Aurore par rapport à l'effet papillon.
qui se finit par un mec. Elle disait que beaucoup de films de voyage dans le temps ou trucs comme ça se finissent par le sacrifice du personnage principal. Et beaucoup d'autres histoires, il y a un côté très Jésus avec lequel on est obsédé. Et là, on va à l'encontre de ça quand même. Le mec choisit de se sacrifier, mais on lui dit non. Alors, il y a un côté un peu pas satisfaisant au niveau narratif, soyons clairs. Hein. Mais après, pour moi, au niveau du message, je pense que ce message a une certaine intention anti-suicide, en fait. Parce que moi, je vois 22 comme étant un peu une adolescente perdue, tu sais. Moi, c'est un public cible qui pourrait avoir ce film, c'est l'adolescent suicidaire. Vraiment, que tout le monde lui a craché dessus toute sa vie, ou en tout cas qu'il a l'impression que tout le monde lui a craché dessus toute sa vie, lui a dit de toute façon, t'es une merde, etc. Et puis, qui n'a pas envie de vivre. Et que finalement, tu lui dis, bah, en fait, si tu as envie de vivre, regarde toutes ces choses que tu aimes. Et du coup, tu ne pouvais pas avoir vraiment Joe qui se suicide pour l'empêcher, pour lui donner, elle, envie de vivre. Ça serait pas nécessairement Alex. Je ne sais pas comment vous voyez les choses là-dessus. Je suis totalement d'accord. Je vais aller plus loin en allant plus sous un aspect philosophique. C'est exactement la transition qui s'opère chez elle. C'est un peu le stoïcisme, c'est-à-dire tu dois faire telle ou telle chose, tu dois te comporter de telle à telle manière, avec rigueur pour avancer. C'est ce que représente Joe. Il représente le stoïcien total. Et après, on découvre qu'à travers le côté totalement épicurien de 22, on découvre qu'en fait, juste la simplicité, juste les petits plaisirs simples peuvent aussi être une valeur importante. Donc, on vient du stoïcisme à l'épicurien en voyant qu'on peut être stoïcien, qu'on peut être épicurien. Dans les deux cas, on peut trouver une passion dès lors qu'on y croit et dès lors qu'on accepte ce qu'on est. Et ça, c'est quand même très rare d'avoir une philosophie. Normalement, il y a toujours une seule philosophie. Là, ils arrivent à utiliser deux philosophies qui sont de préceptes opposés pour en dire bah, les deux ont une valeur. Et ça, je trouve quand même très, très rare dans un film pour gosses. Ouais, intéressant de voir les choses comme ça. Disons que pour moi, ouais, c'est vrai. Épicurien, c'est assez juste parce que bon, souvent les gens voient les épicuriens comme hédonisme, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est assez juste ce que tu dis, je pense. Ouais. La zone, on a parlé. Oui, moi je vais parler de Disney en général et le concept de la transmission dans Disney, parce qu'on a parlé par rapport au Roi Lion. Mais on a parlé aussi d'ailleurs de Joe Ranft, qui est vu un peu comme un mentor, je pense, par Pete Docter, le réalisateur de ce film, qui lui même était inspiré, enfin qui était mentorisé par Larson, qui est une légende de Disney, et Walt Disney lui-même était très dans la transmission. D'ailleurs, c'était comme ça qu'était venu à exister Fantasia. Parce que Fantasia, c'est à la base fait pour transmettre la musique classique aux enfants, faire aimer la musique classique aux enfants. Et du coup, je trouvais assez amusant de retrouver ce thème musique et transmission dans un film à nouveau. Voilà, je trouvais assez parlant, quoi. Je sais pas s'il y a nécessairement grand-chose à discuter de ça, mais... Bon, après, finalement, c'est plus vraiment de la transmission à la fin du film. Comment ça? Là, il transmet transmet rien, parce qu'il remarque à la fin que c'est pas lui qui a transmis quelque chose, c'est elle qui a appris par elle-même, finalement, à travers son corps, mais c'est pas lui qui a transmis sa passion de la musique ou sa passion du jazz de manière générale. Donc, il n'y a pas de transmission. Par contre. Il l'a accompagné, c'est un accompagnateur. C'est un sort de psychanalyste. Jusqu'on voit quand il la ramène jusqu'à la Terre, il va l'accompagner jusqu'au plus loin possible. C'est ça. Il va pas faire le chemin à ta place, mais il n'y a pas de transmission. Mais elle était il lui disait, tu sais très bien jazzer. Et ça, c'est une belle métaphore de la vie déjà, d'avoir choisi le jazz dans cette notion. Parce que justement, même Michel, à la fin, il fait la remarque, il pose la question, Gardner, il pose la question à Michel, en fait, c'était quoi la flamme de 22? C'était quoi la musique, machin? Et puis Michel lui répond, mais vous, les mentors, vous avez tous les mêmes questions en tête. Du coup, justement, là, il a compris en fait que finalement, voilà, quoi, c'est pas ces mentors, en fait, ils sont pas là pour transmettre, c'est pour accompagner, tenir la main de ces petites âmes jusqu'à qu'ils trouvent leur flamme. Donc ça, finalement, transmission, il n'y a pas vraiment une vocation. Une flamme n'est pas forcément une vocation. Et c'est ce que tu dis qui est juste. Je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté un peu psychanalytique. Je suis là, mais en même temps, c'est toi qui te découvres. C'est vrai. Mais ouais, je crois que c'est intéressant justement ce côté. C'est la même opposition qu'entre passion et travail, un peu la côté vocation et juste une flamme et juste une étincelle, justement quelque chose qui va faire que tu vas prendre du goût à certaines choses de la vie, qui peut être les pizzas, le basketball, la musique ou peu importe, ou marcher, regarder les étoiles comme 22. Et puis un sens à la vie, justement, ce sens très dirigiste, très déterministe, où je vais faire de la musique, donc je vais faire le conservatoire et je vais être le meilleur violoniste du monde, tu vois.
par exemple. Ça, c'est pas dans ce sens-là que va ce film, mais c'est cool, je trouve, parce que c'est pas très américain, justement, c'est pas très compétitif, quoi, finalement. Exactement. Même si bon, il n'y a pas besoin d'être il prend la place d'un autre pianiste, hein, mais bon, parce qu'il est arrogant. Mais voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué, un truc de dialogue, je sais pas comment c'est en français d'ailleurs, comment c'est traduit, mais pendant qu'il se balade à New York entre Joe dans le corps du chat et 22 dans le corps de Joe, Joe engueule 22, il lui dit blablabla, et puis il répond ok. Blablabla, ok. Arrête de dire ok. Il répond pas ok. Mais ça m'a fait penser à Léon. Ça m'a fait penser à Léon parce qu'il y a exactement ce dialogue et je me demandais si c'était volontaire. Ça se passe aussi dans les rues de New York, donc je sais pas si c'est. J'ai pas fait gaffe, mais je pense que si j'avais entendu, j'aurais pu faire gaffe aussi, tu vois. Mais ça m'a pas marqué. Mais peut-être ça liait quand même. Hein. Ouais, je sais pas. J'ai peut-être pas été attentif. Mais là, je savais que c'était Léon avant que tu dises Léon. Du coup j'aurais pu repérer aussi. Mais je sais pas justement si ils l'ont traduit de la même manière. Moi, ça me fait penser en anglais, donc. Il dit d'accord, d'accord, et puis après, il dit entendu. Ah d'accord. Ouais, alors, voilà. Je pense que c'était volontaire. Ou alors peut-être pas. Ils ont peut-être pas capté la vanne en français. C'est possible, c'est ça, je pense. À part ça, je voulais dire Omar Sy, du coup, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais je le trouve meilleur doubleur qu'acteur, quoi. Parce que moi, je savais pas que c'était Omar Sy, et du coup, la voix, je l'ai vraiment trouvée touchante, en fait, quoi. Enfin, je trouvais qu'il gérait bien. Et en général, je le trouve pas tellement bon. Non, il me saoule, je trouve qu'il a pris la grosse tête, c'est devenu un gros con. Tu le vois dans sa dernière truc de Lupin, on dirait vraiment que c'est un sale con. Non, mais ça se dégage même de son rôle, alors que normalement il joue un rôle. Et pourtant, alors que je le trouvais très drôle quand il faisait Omar et Fred, et je suis sûr qu'il est devenu imbuvable, ce mec. Je ne présumerai pas, mais c'est vrai que moi je le trouve pas ouf, personnellement. Moi je trouve que je remarque toujours quand c'est lui le doubleur, personnellement. Mais bon. Est-ce qu'il a doublé Il a doublé quoi d'autre? Sahara, un dessin animé français nul. Je sais pas trop quoi d'autre. Mais... Parce que comme tu dis, je reconnais à chaque fois quand il double, c'est comme si tu as vu plusieurs fois. Il a une diction et une voix assez unique, je trouve. Mais c'est vrai que pour rejoindre en tout cas Pierre, je trouve qu'on ne reconnaît pas trop sa voix, pas tant que ça en fait. Enfin, de mon côté. En fait, tu l'oublies dans le personnage. Donc ça, je reconnais pas trop. Bien, donc c'est le principal c'est ce que je demande le plus dans un doublage, c'est que je ne reconnais pas la voix originale quand c'est une star en tout cas. Quand c'est une star qui double, que je ne reconnaisse pas la voix en fait. Et pour moi, je cherche pas trop, parce que je t'avoue que j'ai même pas réussi à reconnaître Jean Reno dans Le Roi Lion non plus. Tu vois, j'essaye pas de chercher l'acteur derrière la voix souvent. Sinon, là, je me dis que j'aurais pu repérer, quoi. C'est ça. Il a quand même une voix tellement marquée, quoi. Ouais, et puis c'est désagréable de voir des personnages de dessins animés, de les imaginer avec la tête des acteurs. Je trouve que tu perds un peu de magie. C'est clair. Ça. Moi, ça m'aurait saoulé même de savoir qui faisait les voix, en fait. Si j'avais su que c'était Omar Sy qui faisait Joe, là, ça m'a un peu saoulé. Non, mais c'est ça, moi en anglais, j'ai reconnu Tina Fey quasiment tout de suite, quoi. Et ça m'a gêné, quoi. Alors que Jamie Foxx, je ne reconnaissais pas du tout. Mais voilà, les autres, j'ai dû googler, quoi, parce que dans les Jerry, dans les Michel, tu as Richard Ayoade notamment, une fois que tu sais que c'est lui, tu le reconnais, mais sans ça, impossible, quoi. Donc, ils ont des bons directeurs de voix, ils ont je pense, des bonnes personnes pour faire doubler les gens maintenant chez Pixar, quoi. Jamie Foxx, il est bon, quoi. C'est un bon acteur, c'est pas étonnant qu'il fasse un bon doublage non plus, quoi. C'est vrai, c'est clair. Mais c'est pas son premier non plus, d'ailleurs. Je sais plus ce qu'il avait fait, d'ailleurs. Il avait fait Ray Charles, déjà. Enfin, sans faire mais tu vois, il avait déjà incarné le rôle sans faire juste la voix. Ouais, il avait beaucoup modifié sa voix et son comportement et sa façon de parler pour Ray Charles, donc c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il puisse être assez bon doubleur. Moi, dans mes autres... après, voilà, oui. Enfin, comme après avoir vu ce film, j'avais envie d'écouter du piano et du jazz. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, en dehors d'avoir envie de sortir et de regarder des trucs. Moi, je suis vraiment pas un fan de... moi, il y a vraiment jazz et jazz. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, ils ont vraiment su aller dans un jazz qui me plaît, quoi. Le jazz trop expérimental pour sonner expérimental et limite te faire des petits fucks dans ta face comme ça. Ça, moi, j'ai un peu du mal. Alors que là, il y a vraiment ce côté où tu as envie de fermer les yeux et partir un peu en voyage, là, quand même. C'est mélodique. Moi, ça me passe à quelque chose qui est pas du
Ça m'a pensé à quelque chose qui n'est pas du jazz, c'est Debussy en fait. J'ai envie d'écouter Clair de Lune de Debussy par exemple après. Et après, beaucoup plus dans l'expérimental, ça me fait aussi penser à quelque chose comme dit Michel Petrucciani, mais c'est beaucoup plus dans l'expérimental, qui est comme dans le thème du film. Mais le film lui-même, il fait semblant d'être du jazz expérimental, mais c'est très mélodique finalement ce qu'il y a dedans, quoi. Je peux mettre du jazz expérimental. Hein. Je dis juste que des fois, c'est un petit peu trop. Et là, je trouve qu'ils ont su l'amener à tout le monde, en fait. De revendre du jazz grand public comme ça, puis d'arriver à toucher, je pense, et les adultes et les petits, ça passe. Et puis ils étaient obligés d'aller un peu vers le jazz expérimental par rapport au thème du film, le fait de jazzer, quoi. Un peu. C'est vrai que ça allait assez bien avec ça. Il y a un truc que j'ai noté, et j'ai pas su ce que c'était. Il y avait deux trucs que j'ai notés, je savais pas pourquoi. Il y en a un que j'ai supprimé parce que je savais vraiment pas. Et comme on n'a pas parlé de sexe, moi j'avais noté jazz sans sexe. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je m'attendais à un truc un peu plus, avec un peu plus d'énergie, un peu plus de tu vois, un peu plus de punch que ce qu'il y avait dans le jazz qui est présenté pour nous. C'est vrai qu'il y a absolument aucun aspect sexuel dans ce film. Non, ouais, pas sexuel, mais il y a juste un moment où il dit la petite allusion quand elle est dans sa tête, quand elle est dans le corps de Joe, et puis qu'elle a les souvenirs, et puis qu'elle dit tiens, je vois telle meuf ou je sais plus quoi. Puis il dit c'est qui elle, et puis il lui dit non, elle c'est personne. Mais alors pour dire à quel point il n'y a pas d'allusion sexuelle, tu vois. Ça, pour moi, c'est le truc le plus piquant que j'ai cerné. C'est plus l'amour. Ouais, ou alors quand il prend une douche et puis elle se dit je me lave les fesses. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas le sexe que veut Thomas, quoi. C'est ça. On se fait chier, hein, vraiment. Même pas de relation sexuelle entre des âmes, non, vraiment. Tout se perd. Ben voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour aussi, je voulais dire. J'aimais bien une expression où il disait quand il y a toutes les âmes qui se font écraser par un immeuble, et puis qui s'effondrent, puis et puis il fait non, mais t'en fais pas, elles n'auront rien. C'est que sur Terre qu'elles se font briser. Et je trouvais ça joli. Ouais. D'ailleurs, le personnage répond tiens, c'est malin. Je voulais juste dire un truc qui est complètement gratuit et qui te fait toujours plaisir, c'est qu'on se fout de la gueule d'Enix. Voilà, ouais. C'est bien. Justement, j'ai pensé à toi, Thomas. J'ai pensé à toi aussi. Ouais, j'ai totalement genre quand tu été regarde cette équipe, j'annique depuis des années, je sais pas quoi. Complètement gratuit, mais ça m'a amusé. Voilà, moi j'arrive un peu au bout de mes notes. Je sais pas si vous avez des choses à dire ou si vous voulez passer aux rubriques. Ouais. Ouais, pour les rubriques, alors. Ok. Bah, quand vous voulez. Alors, je fais. Unanimité, on est à 4,3 de moyenne. Étonnamment, c'est la même moyenne spectateur que la moyenne de la presse. La presse est totalement unanime sur ce film. C'est plutôt bon signe, ça. Ouais. C'est ça. Et puis le public est presque uniquement positif, sauf ce que je disais, quelques bonnes femmes qui disaient « Je suis allé avec mon gosse et puis il s'est ennuyé parce que c'était pas assez rigolo. » Et je pense que c'était juste des connes. Et donc c'est rassurant. Les films qui plaisent pas aux cons, c'est toujours aussi quelque chose qui me plaît. Et en ça, je pense qu'il a très bien réussi. Donc voilà, après, j'ai pas spécialement. Elles sont toutes la même chose. Les critiques, c'est toujours mature, complexe, qui accomplit son office, sublime, superbe. Donc, c'est. Ne donnez plus, quoi. Et je trouve assez vrai pour un Pixar. Les Pixar, en général, font relativement l'unanimité. Mais je pense que celui-là a un côté un peu. C'est un feel-good movie, mais avec un peu de philosophie. Comme j'ai dit, tu peux ressortir même des valeurs philosophiques importantes. Comme quoi, ta vie elle n'est pas géniale tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est quand même, c'est tout con, mais qu'est-ce que c'est chouette. Je voulais juste rebondir sur ce truc que je disais, c'est celles qui vont râler parce que leur enfant s'est pas amusé. Pendant longtemps, c'était une tactique quand même vachement facile. Tu amenais ton gosse au cinéma pour voir un Disney, tu l'occupais 2 heures, il était super content. Et c'est vrai qu'avec les Pixar, ça a un peu changé. C'est devenu plus grand public et plus axé adolescents et adultes, peut-être. Et voilà, mais il y a assez de films, il y a assez de dessins animés débiles pour que tu amènes ton gosse de 6 ans si tu sais pas l'occuper autrement, quoi. C'est pas grave si celui-là l'a pas. Un gosse de 6 ans, il va pas aimer. Un gosse de 6 ans, il va pas aimer. Tu le fous devant la Reine des Neiges. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup qui passera au-dessus d'un gosse de 6 ans. Alors qu'un gosse de 10, 11, 12 ans, je pense que ça commence à marcher, tu vois, parce que tu as toutes ces questions de trouver un sens à ta vie.
à cet âge-là. Et je pense que c'est là où je pense que ça marche le mieux. La vie de 22 et cette découverte des plaisirs du monde, tu vois, on va dire. Exactement. Ouais. Rubrique, vous aviez quelque chose, les autres? Ouais. Gab, Pierre, tu veux ta aussi théorie reprendre ta Popo. rubrique? Ouais, voilà, pareil, je suis pas allé hyper profond, donc je vais survoler le truc. S'il y en a qui regardent et qui s'intéressent au truc, il faut aller vérifier à quel point c'est du Parlez-en dans les bullshit ou commentaires. pas. Voilà. Mais il y avait donc sur la musique une idée que genre vers la Deuxième Guerre mondiale ou la période nazie, ils auraient instauré un standard à 440 Hz pour la fréquence des musiques qu'on sorte, quoi. Et puis que ça aurait pour but de contrôler les cerveaux ou déranger, déranger les cerveaux, etc. Qu'un 432, c'est une fréquence qui est censée te faire du bien, etc. Et qu'à 440, c'est censé dérégler une petite chose. Enfin, il y a une théorie là-dessus qui, je pense, est Ils sont largement très gentils, contredite ces par- nazis, s'ils nous donnent. Ils sont très gentils, ces nazis, s'ils nous donnent de la musique qui nous fait nous sentir bien. C'est étonnant. Non, ça c'est Non, c'est 432. l'inverse, 440, ça justement. te fait sentir mal à l'aise. C'est juste dissonant. Ah, C'est juste à côté de ce qui te ferait plaisir. L'idée, ce serait. C'est ça qu'il dit. Ok, marrant. Bah, y a une Mais théorie du j'ai complot survolé pas mal de intérêt. trucs qui démontrent le truc facilement, hein, mais voilà, c'est une théorie autour de la musique, du coup, je trouve sympa. Il y a une ouais, théorie sur chouette. les fréquences musicales qui est à peu près avérée et à peu près démontée aussi, enfin, dans le sens où, je ne sais plus si c'était les soviets d'ailleurs ou les nazis ou autres, de toute façon c'est toujours ceux-là qui font des recherches bizarres, mais ils essaient de trouver ce qu'on Oh, appelle les le Américains son sont forts marron. aussi. Hein. Les Oui, Japonais ça aussi, c'est ils ont vrai. fait des trucs assez cool. Hein. Ah, c'est J'avoue. dans South Park, c'est le son qui fait faire caca. Oui, voilà, mais ça c'est un truc qui a été Voilà, il vraiment, fallait un il y a peu de vraiment eu de la Académie, recherche merci là-dessus. Thomas. Ah, voilà. Et Mais d'ailleurs, c'est l'industrie américaine qui aurait placé le 440 Hz, mais sous fond de nazisme. Mhm. Et voilà, et je pourrais pas aller plus Ah, loin. c'est Bernard von Braun. Mais ouais, donc ouais, voilà, la note marron, en l'occurrence, c'est un truc où il y a vraiment eu des recherches dessus, et on sait qu'ils ont essayé de faire ça, et on sait que ça marche pas, que ça n'existe pas une note qui te fait chier dessus. Dommage. Ce serait drôle. En vrai, Mais ça, par rendrait contre, les on sait que les fréquences plus fréquences font des choses différentes, par contre. Hmm. Il y a clairement des Ouais, tout à fait. fréquences qui changent d'état. Il y avait une musique Gab, comme t'as ça une... qui était connue pour. Ouais, Je vais vas-y. pas me souvenir, mais il y a une musique qui est connue pour ça. Enfin, j'avais vu dans les TEDx, donc pareil, hein, il y a des vendeurs de roses et puis il y a des gars un peu plus péchus, mais là-dedans, il y avait un gars qui avait parlé de musique justement, et puis il avait donné deux exemples de musique, je me souviens pas, mais une typiquement qui était avec que déjà dans le schéma des notes qui étaient utilisées, c'était fait pour déjà te mettre pas bien, et à l'inverse, une vieille musique classique, je sais plus laquelle, mais je pense qu'on peut la trouver facilement en cherchant comme ça, qui est justement qui est construite pour te mettre dans un bon mood, quoi. Il conseille d'écouter cette musique tous les jours, et puis bah, l'autre d'éviter, quoi. Mais après, moi, perso, je sais que j'ai arrêté la radio avec ça, tu vois, en me disant justement qu'il y avait il y a de la musique qui me fait du bien, et il y a de la musique qui me fait pas du bien, et du coup, ce genre de choses, sans aller trop au fond dans les détails et tout, mais j'ai l'impression que ça me parle, quoi, quelque part. Il y a des Non, musiques mais en tout cas que je ne pas, quoi. Ça me un fait autre truc mal. qui a d'ailleurs aussi été référencé dans South Park, c'est par exemple sur le siège de Waco en 1995 par le FBI et l'ATF. Ils ont utilisé du death metal qu'ils ont blasté à fond pour que les gens sortent de leur truc. Ils ont utilisé des cris de lapin mourants, et ce genre de trucs, tu vois. En l'occurrence, dans l'épisode de South Park, ils utilisent Cher, ce qui est beaucoup plus drôle. Mais voilà, donc c'est des trucs qui existent, ouais. Et ils le font aussi d'ailleurs pour la torture de terroristes, ce genre de trucs. Utiliser des musiques qui vont te faire péter les plombs et t'empêcher de réfléchir, quoi. C'est pas Britney Spears pour les terroristes? C'est possible, ouais. Un C'est peu bien du genre. possible. Des trucs un peu pop, en tout cas. Je sais que ça Mm. existe, en tout cas, dans ces techniques de torture. Gab, est-ce que t'as une rubrique People ou est-ce que t'as trouvé une nouvelle rubrique ou j'en sais rien? Non, j'ai pas de. Non, Non. Ah, bravo. Puis là-dessus, c'est chaud quand même. Oui. Ouais, non, mais j'aurais pu parler un peu des voix, mais c'est ça qu'on a déjà un peu mentionné le truc. Mais... Bah, t'as pas un petit truc, une petite anecdote sur Marcy, Jamie Foxx? Ouais. Non, Non, de rien du tout. Ah. Désolé.
Alors, moi, il y a un truc que je trouve amusant, c'est qu'en fait, il référence Joe Ranft, justement, le mec qui a écrit Toy Story, mais avant, c'était dans les années précédentes, pour faire des hommages chez Pixar, c'était faire des hommages à Phil Lasseter, qui était le réalisateur de Toy Story et tout ça, mais qui s'est fait MeToo. Ouais, Donc, c'est du vrai. coup, maintenant, Il c'est vrai s'est fait que niquer. Phil Lasseter, Ah il ouais n'existait plus. Ce qui est un peu, c'est ma foi, il n'a pas autant touché les gens, mais c'est quand même un peu dramatique. Quel gâchis. Et ouais. Voilà, on va passer à la question à la con. Elle est pas ouf, ma question à la con, en vrai. Tu nous as rien envoyé en plus. Tu n'avais pas du tout envoyé. Si, j'ai envoyé. Ah merde, c'est moi qui ai mal vu. Pardon. Ah. Mais c'est vrai que commence à être long un peu mes outlines. Mais moi, j'avais dit, c'est quoi votre étincelle? Et sinon, ce qui est très difficile à répondre, en vrai. Ou sinon, c'est quoi, vous, qui vous fait entrer dans la zone, par exemple? Je pense que Pierre, toi, t'as une réponse, en tout cas pour la zone, te connaissant. Bah, même pas, Les hein. champions, Pas moi. précis. Génial. Non, c'est vrai, c'est la première fois que je l'ai fait quand j'étais au Mexique. Et c'est la première fois où j'ai eu la sensation d'entrer dans la zone. J'étais toujours sur Terre et en même temps, j'ai connecté avec la nature. J'ai vu des énergies que je ne connaissais pas. Et c'était probablement une des expériences de transcendance les plus importantes que j'ai vues. Ok. Voilà, Pierre, pour t'avais quelque chose? sur l'émission. Non, mais c'est bien, c'est terre à terre. Ça veut dire que... C'est plus, c'est plus du chamanisme, donc c'est pas vraiment des drogues. Dans l'excuse. Ouais, moi, Monsieur l'agent. Non, mais moi, je vais quand même y rajouter le LSD, parce que j'avoue que, et avec le LSD, et avec le champi. Non, moi, c'est la Crystal Meth. Non, voilà, Crystal Meth, laisse-moi finir. J'ai fait un voyage transcendantal avec la Crystal Meth. J'ai vu. Est-ce que tu as testé une de ces deux choses déjà, quoi? T'as déjà testé du champi ou du LSD, oh? Gab. Ah non, moi, non. Ah ben voilà, déjà. Je te jure qu'il y a des connexions, voilà, que tu connais que... Mais pour rester raccord au film. Ouais, non, mais alors justement, non, mais pour moi, il y a tout qui est raccord. Les hippies sur le bateau, les hippies sur le bateau, c'est clairement c'est sous-entendu qu'ils sont tous un peu sur autre chose. C'est pas que des artistes. Ceux qui sont sur le bateau, ils sont tous un peu sur le bateau des psychés. Hein. Après, je voulais élargir ma réponse, hein, parce qu'effectivement, il n'y a évidemment pas que ça. Je trouve qu'en musique, on va dire que là, c'est là que j'en ai. C'est ce que j'ai fait le plus. Je pense que dans tout ce que tu fais qui te motive et que tu finis par avoir de l'expérience, c'est plus facile d'accéder à ce genre de zone, quoi. Je reste en musique. J'ai eu ça en sport beaucoup. C'est pour ça qu'on parlait aussi beaucoup avec Tom de la Magic Touch, parce qu'en sport, c'est peut-être des instants plus, peut-être plus courts, etc. Mais je trouve que ça s'y prête complètement, quoi. Et puis en peinture aussi, quoi. Ça m'arrive. Donc je pense que dans une multitude de choses, et en fait, je pense que c'est comme quand il dit qu'il va profiter de la vie de chaque minute, c'est pas justement, tu peux avoir cette flamme pour absolument toutes les petites choses. Il y a des jours où tout te fait chier, il y a des jours où juste le vent, ou une petite odeur avec la pluie, ou je sais pas quoi, tout va te faire kiffer. Et ça, c'est magique. Absolument. Du coup, je suis pas pro drogue. Mais non, c'est pas ça. Il y a des belles connexions avec la drogue. Avec celle-ci. C'est un peu facile. Prendre la drogue, c'est tricher pour s'évader. Mais non, mais franchement, sincèrement, quand ils sont sur leur bateau, tu vois, ils ont tous, la plupart sont des activités. Eux, sur le bateau, ils sont tous assis à moitié comme ça, nonchalants. Et puis ils disent tous, ouais, alors moi je suis en Californie, je suis en retraite, etc. C'est sous-entendu. Il y en a un qui fait ces trucs super stylés avec son panneau, notre ami. Ouais, c'est comme ça qu'il s'évade. En écoutant de la musique. Ah, lui, c'est ouf. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça stylé. Pas convaincu. Ouais, je pense qu'il faisait d'autres choses pour kiffer son panneau. En tout cas, il y en a une derrière qui est en train de fumer un gros bédo, ça a l'air, ouais. Ça c'est clair. Mais l'autre, je crois qu'elle est vraiment en train de méditer, de faire une méditation, je sais pas quoi, donc peut-être après. C'est celle qui est à l'université de Berkeley en Californie, à mon avis. À mon avis, on a pris quelque chose. Pardon, Gabriel, toi, comment tu rentres dans la zone? Moi, ce serait plutôt le sport, on va dire. Plutôt le sport. C'est pas l'armée? Ah, aussi l'armée, bien sûr. L'armée, le côté carré. La guerre aussi, la guerre. Ouais, beaucoup la guerre. On peut vraiment rentrer en transe, tuer des gens, massacrer des gens, mettre le feu à des choses.
Voilà. Mettre le feu à des choses, j'avoue que... mais ils sous-entendent dans le film que ça peut tout à fait être ta flamme, hein, en l'occurrence. Littéralement dit quoi. Ouais, mais ça a failli la convaincre à 22. Elle était motivée, mais on lui a dit non. C'est juste ça, c'est juste. Mais je crois que voilà, ouais, la zone, elle existe par les moyens extérieurs et par le sport. Moi, je suis beaucoup rentré étant jeune justement par le basket. C'est pour ça que j'appelais ça la Magic Touch, parce que c'était par Magic Johnson, qui moi était mon mentor que j'ai jamais connu, mais c'est lui qui m'a fait découvrir que il y avait des trucs géniaux que tu pouvais faire dans le basket qui avaient l'air complètement irréel et justement dépasser la réalité. Et je l'ai connu un peu en chantant aussi, même si j'ai besoin comme un peu dans un état second pour pouvoir me mettre dans le truc et me lâcher. Et c'est pas un truc qui correspond autant à qui je suis. Et je pense que oui, on peut l'atteindre en faisant tout. J'ai passé des fois juste des promenades où j'avais l'impression d'être dans la zone, quoi. Et c'est comme tu disais, Pierre, et c'est vrai que c'est un truc. Mais après, voilà, c'est marrant parce que là, quand tu parles de Magic Johnson, je pense juste qu'il y a une possibilité aussi d'être à l'aise dans la zone une fois que tu as progressé. Tu vois, un gars comme Jordan, il va être tout le temps dans la zone, tu vois. Genre, pas tout le temps, mais hyper souvent, tellement tu te balades. Mais après, c'est d'y être confortable. Il fait tellement ça, quoi. Oui, mais Jordan, c'est ça. Jordan, c'est aussi une âme perdue. Jordan, c'est aussi une âme perdue, mec. Ouais, Jordan, c'est une âme perdue, ça lui a gâché la vie. Mais ouais, gâché la vie d'être dans la zone. C'est vraiment marrant d'avoir mis ce côté-là. C'est bien carré, quoi. Ouais, c'est clair. Le sexe aussi, c'est évident, mais c'est quand même bien pour rentrer de la zone. J'avoue. J'ai fait le... C'est vrai. D'accord. Voilà. non, mais il fallait dire. Franchement, il fallait quand même le dire. Voilà, exactement. On va passer aux notes. On va laisser finir Fred, tiens, puisque c'est son film. Est-ce que... tiens, allez, je vais me lancer. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est justement le progrès que je vois chez Pixar au niveau visuel. Moi, un problème que j'ai avec les films d'animation en image de synthèse, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont encore dans leur enfance, en fait. Ils n'ont pas encore beaucoup progressé. Et là, Soul, c'est un des Pixar où j'ai vu le plus de progrès à ce niveau-là, au niveau de l'expérimentation visuelle. J'ai beaucoup aimé la musique, tu rentres dedans, etc. C'est vraiment cool. L'ambiance en général est bien réussie. Ce que j'ai moins aimé, à nouveau, j'ai dit une partie de l'humour, je le trouve juste, c'est nul. Et puis peut-être, c'est peut-être pas... philosophiquement, ça correspond à ce que moi je pense, mais je peux y trouver des défauts dans le côté un petit peu vis juste ta vie et pas trop d'ambition. Même si c'est pas vraiment le message du film. Ouais, justement, je trouve pas. Voilà. Et puis, même si l'abstraction visuelle, il y a du progrès, moi, tu vois, toute la partie du pré-monde avec les âmes, je trouve un peu banal, un peu nul. Ça me fait penser justement à vice-versa. Donc, j'y mettrais... honnêtement, j'ai été étonné en voyant les notes d'avoir mis que un 8, entre guillemets, au Roi Lion. Je pense que je suis plus difficile sur les films d'animation, même si je les aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais mettre un 7 à Soul, même si je l'ai beaucoup aimé et qui me fait pleurer, parce que les Pixar, ça fait pleurer. Voilà, il y a un côté où ça peut encore être mieux. Ça peut faire mieux encore, Pixar. J'y crois. Donc 7 pour moi. Quelqu'un d'autre veut se lancer, Gab ou Pierre? Pierre, vas-y. Je t'en prie, Gab, si tu veux. Ok, d'accord. Pareil, hein, visuellement, c'est toujours parfait. Après, ce que j'aime beaucoup chez les Pixar aussi, c'est leur manière de raconter les histoires. Donc, c'est toujours excellent, en fait. J'aime beaucoup comme ils prennent le temps de poser l'histoire, de mettre en place les personnages dans l'histoire, etc. Tu as beaucoup de personnages, c'est vrai. C'est vrai, donc puis chaque personnage, tu les reconnais, ils sont bien écrits, donc je trouve ça génial. Après, le seul truc que j'ai pas trop aimé, en fait, c'est la fin. Le fait qu'il donne une seconde chance comme ça à Garner, un peu gratuitement, ça arrive d'un coup comme ça, j'ai pas été fan de ça, en fait. Ça m'a un peu perturbé, surtout la première fois que je l'ai vu, en fait, le film. Parce que là, c'était ma seconde vision. Et là, la deuxième fois, c'est un peu mieux passé. Mais non, j'ai pas été trop fan de ça, donc du coup, ouais, je mettrais un 8 comme note. Ça marche. Pierrot. Ouais, moi j'hésitais entre un 8 et un 9 parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment cool et je trouve que c'est vraiment le genre de film d'animation que j'aime. J'espère qu'ils vont dans cette direction-là de plus en plus. Comme message, je trouve on vit à une époque où moi ça me rassure même de voir qu'il y a encore des films tout public qui ont ce message-là. Je le sens vraiment bienveillant et rien que pour ça, ça me fait vachement plaisir.
Et tout simplement, pourquoi j'enlève 1 ou 2 points, et peut-être que je vais en enlever 2, c'est pour la même raison que toi, Thomas, c'est que je l'ai trouvé hyper beau sur des plans figés, genre des trucs vers la fin, là, la ville de New York ou la galaxie, donc on voit tout le potentiel. Mais c'est pareil, autant je trouve qu'ils ont évolué, autant je trouve qu'il y a encore une marge de progression. J'ai envie de rêver, en fait, tu vois, vu que c'est des dessins et des images Exact. où tu peux faire tout ce que Tellement tu de veux. liberté, tu peux faire tellement de Ouais, choses. voilà. Et tu as choisi de faire un reflet trop stylé sur un saxophone. Ça, autant je l'ai trouvé voilà, hyper cool au niveau du message et de l'histoire, etc. Puis visuellement, je l'ai trouvé sympa, mais je trouve qu'on peut mieux faire quand même. Enfin, j'ai hâte qu'il fasse mieux là-dessus. Ah, ça fait chier, j'aurais bien mis un 8,5, mais du coup, vu que je pense que j'aurais mis un 8,5, bah, je vais plutôt mettre 8. Mais voilà, 8 plus. Je vais te donner la parole tout de suite, Fred. Il y a juste un personnage dont on n'a pas assez parlé, je le fais rapidement, même si on aurait dû le faire avant. C'est le barbier, Jers, qui voulait être vétérinaire et qui finalement est très heureux en tant que barbier. Et ça, je trouve que c'est un truc qui va aussi dans ce message du film, très... Ta vie peut quand même être bonne, même si tu réalises pas ton rêve ou pas autant que tu le veux, etc. Vas-y, Fred, excuse-moi. Alors, visuellement, il est parfait. Musicalement, il est génial. J'aime bien les thèmes. J'aime bien que soit abordé dans un thème pour enfants les thèmes de la peur de la mort, la peur de l'échec. C'est des choses que je trouve importantes. Justement, qui s'adressent plus à un public adolescent que vraiment enfantin. Tout est assez bien travaillé, tout est assez profond. Je suis un peu, comme m'a dit Gab, je suis un peu déçu de cette fin que je trouve un peu simpliste. Bon, son défaut, je pense, je lui enlèverai un point parce que je pense que les Pixar sont pas encore au niveau de par exemple, on parlait du voyage de Chihiro, que je trouve vraiment peut-être plus lent, plus ennuyeux, mais tellement plus puissant, profond, créatif, inventif, que je lui enlèverais quand même un point, parce que moi, je juge toujours par rapport au divertissement. Au niveau du divertissement, je l'ai revu une deuxième fois. J'ai adoré le revoir une deuxième fois. Je me suis pas ennuyé à chaque fois. J'ai revu des éléments que je n'avais pas forcément vus. Mais il n'y a pas cette profondeur et cette subtilité qu'il y a chez les Japonais, et donc je vais lui donner un 9. Juste de rebondir sur deux choses. Un de ces quatre, il faudra qu'on parle d'un animé dans l'émission. Il n'y en a pas dans le chapeau cette saison, je vous préviens d'avance, mais la saison prochaine peut-être. Et je ne sais plus ce que c'est le deuxième truc. Donc... juste dites-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce qui vous fait rentrer dans la zone? Ou alors dites-nous une musique que ce film vous évoque, un truc qui vous fait un peu... ce genre de transcendance, un peu que je trouve qui passe bien dans la musique de ce film. Mettez des likes, partagez. Et Pierre? Et Pierre? Faites des dons, beaucoup de dons. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à vous les gars d'avoir été là, c'était sympa. Ça fait un plaisir. Mais il n'y a pas de... Le tirage, merci. Voilà. Bien ouais, je gagne. Ah putain, il en fallait un sur le casque. Ça aurait été de retour. Vraiment la Il est de retour. On met une deuxième vidéo juste pour le tirage. Partie 2 qui dure 5 minutes. Ça se trouve, ça marcherait bien pour l'algorithme. Mais... Et ce sera du coup, justement, un choix de Gab, t'as bien fait de le dire. Ce sera Dredd. Donc le film de 2012, et pas Juge Dredd avec Stallone, mais Dredd de 2012 avec Karl J'ai Urban. aucune idée ce que c'est. Tu l'as vraiment beaucoup aimé? Je l'ai bien aimé. Mais t'es qu'un avis ou pas? Non. Oui. Je vois absolument pas ce que c'est. C'est à moitié un film pute quand même. Moi j'ai bien aimé, je l'ai bien aimé. Parce que voilà, je voulais un peu redorer le film de divertissement. Comparé à Catwoman, il est toujours mieux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le chapeau. Les balles perdues. Voilà. Il n'avait pas beaucoup jusqu'à maintenant de balles perdues. Donc, Perdu. Fallait pas être là, donc les merdes. Non, mais moi je l'ai pas vu non plus, mais c'est vrai que j'en ai entendu plutôt des biens en fait, donc je suis curieux. Donc voilà, la semaine prochaine, Dredd. Et donc merci à vous d'avoir été là, comme je le disais. Merci de nous avoir suivis, pour ceux qui sont encore là. Et nous étions en situation critique. Maintenant nous sommes libres, nous verrons, mais pas encore. Pas encore.